Je n'en peux plus. Je vais jamais y arriver. C'est pas possible, quoi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, justement, d'avoir ton propre esprit comme adversaire? Quand ton besoin, finalement, de contrôle ne te permet plus d'avancer. L'histoire que tu vas entendre aujourd'hui, c'est l'histoire d'un combat de l'intérieur. Le combat de Léonie. Il y a quelques années, son impossible à elle, c'était de s'imaginer vivre loin des murs de l'hôpital, où elle se rendait 2 à 5 fois par semaine. Son corps était devenu un champ de bataille, et son mental, un général impitoyable. Elle était prisonnière de ses comportements de contrôlante. Pourtant, elle a fait un choix. Le choix de trouver la liberté en lâchant prise. Facile? Pas si sûr, surtout quand on a des habitudes bien ancrées. Aujourd'hui, Léonie ne vise plus la survie. Elle vise la ligne d'arrivée d'un marathon. Son histoire, c'est la preuve que rien n'est définitif et que ton mental, c'est comme un élastique. Tu peux l'étirer au-delà de ce que tu crois possible. Alors, comment passe-t-on d'une chambre d'hôpital à une préparation marathon? La réponse est juste derrière ce micro. Tu es un sportif ambitieux, tu souhaites transformer tes doutes pour atteindre chacune de tes ambitions. Malheureusement, il y a ta voix intérieure qui te dit que c'est pas possible. Parce que t'es pas assez, t'es trop vieux, tu manques de temps pour tout faire. Hmm. Laisse-nous te prouver le contraire. Bienvenue dans L'Impossible, un choix. Le podcast des sportifs ambitieux qui refusent de laisser leur mental décider à leur place. Chaque épisode, c'est une claque de lucidité et des outils concrets pour reprendre le contrôle et créer une solidité intérieure qui te permettra de trouver de la sérénité dans tes futures ambitions. Salut Léonie, dis-moi, d'où viens-tu? Quel est ton nom, ton prénom, ton sport favori? Et puis depuis combien de temps t'en fais? Enfin, parle-moi un peu de toi, dis-moi qui tu es. Léonie, dis-nous qui tu es. Salut Pierre, alors je m'appelle Léonie Broutel, je viens du nord de la France, du département du Nord. Je suis principalement coureuse et j'ai pratiqué aussi d'autres sports en parallèle, notamment de l'aïkido, un peu d'escalade sur bloc que j'ai troqué il y a à peu près un an pour de la musculation. J'expliquerai pourquoi plus tard. Ok. Et actuellement, je suis en train de préparer mon premier marathon. Waouh, génial. Et tu as une ambition de simplement le finir ou avoir comment je veux dire, un temps de référence? Pour l'entraînement, j'ai quand même un temps de référence pour ce qui est du travail des allures, etc. Mais oui, en priorité, c'est le finir. Et après, si j'arrive à faire un bon chrono, ce sera d'autant mieux. Ok, excellent. Dis-moi un peu, si tu es invité justement sur ce podcast, c'est que tu as vécu sûrement quelque chose, ou peut-être des choses, tu vas nous le dire par toi-même, qui, de point de vue extérieur, te semblaient peut-être impossibles, ou on t'a dit même que c'était impossible à surpasser, et que toi, finalement, tu as fait le choix de dire, si, moi j'ai décidé que je voulais pas que ce soit impossible, je veux que ce soit possible. Vas-y, partage-nous un peu, est-ce que tu as une histoire comme ça, ou des histoires Alors, je vais commencer par une histoire qui me rappelle souvent à quel point je suis reconnaissante de pouvoir courir aujourd'hui. C'est que vers 17 ans à peu près, j'ai été atteinte d'anorexie mentale. Ok, Donc, pour être prise en charge, il y a d'abord eu besoin d'une prise de conscience parce que souvent les personnes atteintes de cette maladie sont dans le déni. Et suite à ça, donc j'ai été prise en charge en hôpital de jour. Donc j'allais 2 fois par semaine, 2 journées par semaine à l'hôpital, alors que en parallèle, je préparais mon bac. Et je tenais vraiment à passer mon bac, même si on me disait que la santé passait avant les études. C'était quelque chose qui me tenait à cœur et finalement, j'ai réussi à négocier avec les médecins pour pouvoir passer le bac et ensuite être en hôpital à temps complet parce qu'après le bac, j'envisageais de partir en prépa, donc il fallait que je sois un minimum en forme. bien sûr. Et, euh, et j'ai eu mon bac, et ensuite j'ai suivi le contrat. Je suis allée un mois en hôpital à temps complet, et j'étais assez émue quand je devais expliquer aux profs, que ce soit au lycée ou même après quand j'étais en prépa, je continuais à avoir un suivi 1 fois par mois, que voilà, j'aurais des absences certains jours et pourquoi. Et je pense qu'il y avait une forme de honte. En fait, je me suis longtemps sentie responsable de ma maladie, parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Et voilà, ensuite, quand je suis partie pour mes études supérieures, j'ai arrêté le suivi avec l'hôpital parce que j'ai changé de région, je suis partie à Lyon. Et physiquement, ça allait beaucoup mieux. Par contre, c'est une maladie mentale, donc c'est vraiment
l'aspect mental qu'il faut soigner. Et donc, j'ai été suivie avec une psy pendant 4 ans à peu près. Ok. Est-ce que tu sais expliquer à quoi ça correspond une anorexie mentale? En deux, trois mots, tu vas dire justement que c'était justement complexe, mais pour donner une image, si tu veux, aux personnes qui nous écoutent. Ouais, ça va être compliqué d'expliquer en 2, 3 mots parce qu'en effet, c'est vraiment complexe. Mais ce qui se voit en premier, c'est la perte de poids rapide. C'est ce qui alerte en premier parce que c'est ce qui met en danger le corps. Avec ça, il y a d'autres symptômes ensuite qui se développent, des perturbations hormonales, etc., parce que le corps est vraiment en mode survie. Mais c'est vraiment une maladie mentale, en fait. Et c'est un problème psychologique. Souvent, on retrouve beaucoup le besoin de contrôle. C'est c'est presque une addiction au besoin de contrôle. En fait, quand j'étais prise en charge dans un service qui s'occupait des addictions. Ok. Et il faut réussir à se défaire de ça et travailler sur ce plan psychologique. Et en fait, en fonction des cas, il peut y avoir plusieurs facteurs, plusieurs sources qui peuvent déclencher ça. Ok. Excellent. Merci. Merci pour ton partage. Est-ce que tu as eu un événement qui tu partageais justement que tu voulais faire ton bac, Mhm. malgré que tout ce que les médecins disaient que non, non, c'est la santé qui est prioritaire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait justement changer, t'a permis de changer cette perspective, de dire non, non, moi je vais arriver, je veux faire mon bac, je vais y arriver. Et puis ensuite, je fais le pacte de dire, OK, je prends un mois, et puis je pars à Lyon pour faire ma prépa. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir justement cet autre angle de vue? En fait, je pense qu'à ce moment-là, je me rendais pas compte à quel point c'était dangereux l'état dans lequel j'étais parce qu'en fait, j'avais l'impression de vivre normalement. Je me rendais pas compte de l'état dans lequel mon corps était et donc je me voyais pas du tout. Enfin, j'avais ma vie, ma routine et je me voyais pas du tout arrêter le lycée ou quoi que ce soit, alors qu'il y a des personnes qui sont contraintes de faire ça. Et vraiment, c'était pas envisageable pour moi d'arrêter ça. Et j'ai été très bien entourée, notamment par ma famille, par mes parents pendant cette période. Et ils ont un peu défendu ma cause là-dessus en disant que s'ils m'empêchaient de finir ces études, de passer le bac, ça allait être un coup au moral assez important et plus contre-productif. OK. Et après, justement, ce mois, je suppose que Mhm. l'anorexie, elle part pas comme ça du jour au lendemain. Il y a Non, sûrement des clairement. routines, des habitudes à mettre en place. Est-ce que tu pourrais Mhm. nous partager peut-être des habitudes que tu as mis qui a permis de surmonter le défi, qui a fait aussi en sorte que maintenant, bah, tu prépares un marathon, c'est pas rien. Tu pars quand même de nulle part. Quelles sont les étapes, les routines ou les habitudes que tu as envie de nous partager pour justement se dire, bah, regardez, s'il y a moyen, on peut mettre des choses en place pour s'en sortir. Alors, au début, c'est très difficile parce que en fait, je pensais tout le temps à l'alimentation et je savais plus à quoi penser d'autre. Je me souviens que je m'étais même fait cette réflexion de, en fait, je sais pas à quoi penser à part ça. Et bah, à ma sortie de l'hôpital, j'avais des indications sur les prises alimentaires, etc., parce que mon poids était encore assez bas. Et le suivi avec ma psy a été d'une aide incroyable, en fait. C'est pour ça que j'ai gardé ce suivi pendant à peu près 4 ans. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé à voir les choses autrement au quotidien et petit à petit me détacher de ma maladie et de tout ce qui pouvait un peu la déclencher ou l'exacerber un peu. OK. Et est-ce que tu as des choses concrètes comme ça alors, tu as eu le suivi de ta psy pendant Mhm. 4 ans qui a été, comme tu disais, primordial. Est-ce que dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des actions concrètes, tu vois, des outils ou quelque chose qui t'ont permis de justement de créer à chaque fois ce déclic, de se dire, OK, je vais passer encore un cap, je vais encore passer un cap? Euh, Non, je vois pas. Pas des choses que j'aurais volontairement mis en place, mais peut-être a posteriori me rendre compte qu'il y avait certaines choses que j'aurais pas été capable de faire avant et que maintenant je suis plus capable et des choses qui pouvaient me toucher plus avant et maintenant ça va, j'ai plus de lâcher prise. OK, ouais, donc c'est là. Justement, tu parles de ce lâcher prise qui est, j'en discutais encore tout à l'heure à midi avec ma marraine, justement. Qu'on lui disait lâcher prise, mais ça veut dire quoi, lâcher prise? Est-ce que tu as une idée comme ça, un exemple, ou peut-être même une méthode que toi tu utilises pour lâcher prise? Euh, dis-moi. Euh, Bah, en fait, c'est particulier parce que quand on dit il faut lâcher prise, ça peut pas aller avec une injonction, le lâcher prise. Ok, ouais.
Et je pense, il y a un outil qui m'a pas mal aidé. Je pense aux routines, justement, quand j'étais en prépa, toutes les semaines, je faisais un peu de méditation avec ma mère. Excellent. Et je pense on a pas mal entendu parler de ce sujet du lâcher prise à ce moment-là. On en a beaucoup discuté aussi. Et j'aurais du mal à le définir parce que justement, je sais pas trop comment dire. Comment tu alors moi je suis aussi un peu, fan de méditation, donc du Mhm. coup je connais un peu le domaine. Comment est-ce que toi tu faisais ou tu fais toujours, je ne sais pas si tu en fais toujours, comment est-ce que tu faisais justement tes méditations? Est-ce que c'était une méditation guidée? Est-ce que c'était par rapport à un sujet spécifique? Est-ce que tu changeais de thème? Dis-nous un peu. C'était une méditation guidée. Elle avait l'application Petit Bambou, donc Ah OK, c'était cool. facile. Ouais. Je pense que c'est mieux pour commencer Mmh. quand on sait pas trop. Après, avec ma psy, je faisais de l'hypnose aussi. Oui. Et elle m'avait envoyé des enregistrements de sa voix pour me guider pour que je puisse faire de Mmh. l'auto-hypnose. Cool, excellent. Et tu parlais justement de victoire, que tu avais identifié le fait qu'avant, bah, tu aurais réagi différemment ou avant, bah, tu te rendais compte que c'était pas possible, de Mhm. faire une telle action, de faire un tel sport. Quelle a été la première chose que tu as identifiée que tu te dis: «Waouh, là, je commence à m'en sortir»? Euh, la première chose, ça commence à remonter, c'est un peu difficile de trouver. Je pense que il y avait des petites choses sur le plan alimentaire, peut-être que justement aller au resto, etc. Je choisissais plus forcément en fonction de quels aliments il y avait dans les plats, mais vraiment en fonction de ce que j'aimais. OK. Plus me prendre la tête sur les horaires. Je me souviens que avant d'aller à l'hôpital, je sais pas pourquoi j'avais vraiment besoin enfin, de respecter les heures pour manger. Si bien qu'à l'hosto, j'avais enlevé ma montre pour ne plus regarder. OK. Plein de petites choses comme ça du quotidien. Et après, bah, avec le sport, les... bah, quand j'ai commencé vraiment la course à pied, des prépas qui se sont bien passées, des belles courses, et je me rendais compte que bah, voilà, à l'époque où j'étais hospitalisée, etc., c'était pas de sport possible, alors que j'aimais bien courir. Et puis voilà, après, le fait de reprendre le sport, manger comme je voulais à côté, et manger vraiment pour me permettre d'atteindre des objectifs qui m'impressionnent, bah, ouais, là, je me suis dit, en fait, c'est quand j'ai préparé mon premier semi-marathon où j'étais très bien dans l'entraînement, où là, je commençais vraiment à courir fréquemment, 3 fois par semaine, et où Mmh. j'ai commencé à devenir accro à la course à pied. Et c'est là que je me suis rendu compte que je mangeais vraiment pour donner les capacités à mon corps à réaliser quelque chose que je pouvais même pas imaginer. Enfin, avant, je courais pas plus de 10 km par semaine, et là, faire plus du double, ça me Waouh! paraissait énorme, mais j'avais 6 mois pour le préparer, donc c'était long, ça a pu être progressif. Et je trouvais, voilà, c'était une super optique totalement différente de ce que je vivais avant et quand j'étais malade. Et ouais, là, j'étais vraiment heureuse d'être dans cette optique-là. OK. Et dans cette étape de tout ce que tu nous as parlé par rapport à l'anoxie mentale, le fait que maintenant tu recours et cetera. Je le sais par expérience, que quand on décide un choix qui est pas du tout le même que tout le monde, que la plupart va choisir, souvent on entend des conseils qui sont pas très, très, utiles, ouais, je dirais même qui sont, très désastreux si on les suit. Est-ce que tu as comme ça un exemple d'une parole ou d'une expérience qu'on t'a fait vivre parce qu'on t'a fait peur ou d'une situation qui t'a mis en doute, que tu te dis: «Mais, n'écoutez pas ce genre de conseils»? Je pense pas que j'ai eu de mauvais conseils sur cette histoire-là. Par contre, des paroles qui m'ont apporté une prise de conscience et qui m'ont vraiment marquée. À l'hôpital, ma psychiatre qui m'avait dit: «Une fois, vous ne vivez plus, vous vivotez». OK. Et pendant un groupe de parole, une personne qui avait comparé la maladie à une danse avec la mort, et que j'avais trouvé ça beau et effrayant en même temps. Oui, clairement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pas des mauvais conseils, au contraire, justement, ça peut apporter des déclics à certaines personnes. Moi, ça va, j'étais encore dans une bonne démarche, mais ça m'a marquée. Oui, ça peut amener, comme tu dis, un bon déclic, mais ça peut aussi amener le déclic dans le sens intérieur de se dire, «Ah, c'est fini pour moi», quoi. Pour Ouais, toi, ça peut amener un doute. Ce qui est bien, c'est que toi, tu l'as pris dans l'autre sens,
Et c'est ce que j'aime aussi dans ce podcast, c'est pouvoir donner des angles de vue différents et pouvoir aussi donner l'angle de vue complètement négatif de se dire, bah, OK, on me dit que je danse avec la mort, OK, je suis en train de mourir, quoi. Et en fait, inclure ça dans son mental pourrait permettre enfin, d'arriver à des résultats qui sont pas très, très super, quoi. Mmh. Alors, dis-moi un peu l'impact sur le long terme de ce que tu as vécu à l'anorexie mentale. Tu nous as parlé du marathon. Je pense qu'il y avait d'autres choses que tu m'avais déjà partagées en off, comme ça, qui t'étaient Mmh. arrivées. Est-ce que tu as des projets qui sont arrivés, qui sont déjà arrivés à échéance, et des projets que tu as envie d'arriver à échéance après le marathon, que tu auras envie de nous partager, et qu'à la base, tu n'aurais jamais cru pouvoir faire ça? Hem, la première chose qui m'avait paru, impossible, comme, je le disais il y a quelques minutes, c'était le SMI que j'ai préparé. Mais, c'est là où j'ai commencé à courir vraiment fréquemment et donc, en fait, à partir de là, si on est progressif, je pense qu'on peut dire que tout est possible si on est progressif. Et hem et donc voilà, j'ai couru mon 1er semi à Lyon que j'ai préparé, ouais, à peu près 6 mois et que je me suis attachée au programme étant assez scolaire, qu'importe, les partiels de fin d'année, rentrer chez moi dans le Nord, partir, faire mon stage, partir en vacances, j'ai continué à faire mes courses. Et après ça, j'ai passé une année où c'était plus des courses pour le fun, je dirais, parce qu'en fait, j'avais repris, l'association de course à pied de l'école et donc on a fait, pas mal de courses, voilà, plus pour le fun que pour la performance. Et hem et ensuite, oui, comme gros objectif, il y a le marathon actuellement. Est-ce que tu as un objectif encore plus long terme après le marathon, ou tu te laisses d'abord le temps de finir le marathon et puis tu verras un peu D'abord, ouais, d'abord finir le marathon, après je OK. verrai. C'est vrai que j'aimerais bien me mettre au trail quand même, comme Mmh. beaucoup de gens, j'ai l'impression. Et hem et pour ça, en fait, à terme, j'aimerais bien aller m'installer en Suisse parce que c'est un pays que j'ai découvert pendant 1 an et que j'ai adoré. Je crois que c'est le plus beau cadre dans lequel j'ai pu courir. OK. Et hem et voilà, donc après, à partir de ce moment-là, si je fais du trail, peut-être, partir, je pense qu'il y a plein de belles courses à faire, et je verrai où ça m'emmène. Excellent, je te le souhaite. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent pour Mmh mh. quelle que soit leur limite ou leur situation, ce serait quoi? Un seul conseil? Ah, allez, si tu en as plusieurs, vas-y, lâche-toi. Ouais, je pense que l'entourage est vraiment important, en fait, par rapport à l'anorexie, par exemple, j'ai été très bien entourée, déjà par le personnel médical, les équipes médicales, mais aussi par ma famille. J'ai eu beaucoup de discussions, profondes avec mes parents. J'ai appris beaucoup de choses et j'en ai encore avec mon petit frère sur la psychologie et cetera, super intéressant. Après, je dirais, se fixer des objectifs pour se motiver, avancer vraiment pas à pas. Voilà, être progressif, quoi. Et se motiver en regardant les objectifs devant soi, mais aussi, jeter un petit coup d'œil derrière de temps en temps pour voir les progrès qu'on a fait. C'est toujours motivant aussi. Et je pense, utiliser les épreuves du passé pour se donner confiance en se disant que une blessure ou une maladie, c'est temporaire, on peut s'en sortir et heu et potentiellement on sait comment faire. OK, j'adore. Il y a une chose que tu m'as partagée et que moi ça m'a fait, ça m'a fait un peu sauter sur ma tête, c'est communiquer. Tu vois, quand tu parles avec ton petit frère, de ta maladie ou de la psychologie mentale, ça doit pas être super simple pour toi de pouvoir le partager à ton frère, et pourtant tu y arrives, et pourtant en plus de ça, vous adorez ça. Enfin, d'après ce que je comprends, d'après ce que je vois, quand tu me partages ça, et je me dis: «Ça peut être ça, l'entourage». Ça peut être le fait de se dire: «Bien communiquer, rester ouvert et partager nos émotions». Est-ce que tu serais Mmh. d'accord avec ça? Ouais, totalement. En fait, le suivi psy, par exemple, m'a beaucoup aidée à gérer mes émotions et à mettre des mots dessus surtout, Mmh. des mots sur ce que je ressentais. Et hem et oui, en fait, je dis que j'en parle pas mal avec mon petit frère, mais parce qu'on a l'occasion d'en parler et surtout, je sens qu'il y est réceptif.
Je sais que ma maladie, j'en ai parlé à certaines personnes et j'ai senti qu'elles ne comprenaient pas forcément. Et des fois, je regrettais un peu. Maintenant, je me dis, bah, si je sens que la personne n'est pas très réceptive, bah, j'en dis pas plus et puis c'est tout. Et à l'inverse, d'autres personnes qui comprenaient très bien et dans ce cas-là, j'ai pu vraiment exprimer ce que je ressentais. OK, excellent. C'est génial parce que ça t'a permis vraiment de comprendre quand est-ce que tu peux communiquer avec une personne et quand est-ce que tu n'arrives pas à communiquer. Et ça, je trouve que c'est juste une compétence qui est juste extraordinaire. Donc, franchement, félicitations pour ça. Ouais, C'est, merci. Je ouais, dois je trouve encore la ça, travailler, mais ouais, je me rends compte que des fois le courant passe et des fois non. ouais. Alors, j'aime bien terminer ce podcast par un mantra, je vous appelle le mantra, ou une phrase, ou une citation clé qui te permet justement de craquer, hacker ton mental. Est-ce que tu en as une comme ça qui te vient? Ouais, il y en a une que j'aime bien, enfin qui me parle beaucoup, mais je sais, j'ai pas trouvé de qui c'était. C'est le corps accomplit ce que l'esprit croit. Ah. Et comment Et, ça? Dis-moi. pardon? Vas-y, dis-moi. En fait, la première fois que j'ai été un peu confrontée à cette idée, c'était via une métaphore, une image dont ma psy m'avait parlé, que les pilotes de rallye ou autres, ils regardent où ils veulent aller, ils regardent pas l'arbre en sortie du virage, sinon ils vont aller dans l'arbre. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pas regarder, se focaliser sur l'obstacle ou les possibles échecs, les envisager, pourquoi pas, mais vraiment rester fixé sur là où on veut aller. Hmm. Super intéressant parce que dans tout ce que tu nous as partagé, il y a vraiment un genre de fil conducteur, parce que tu parlais justement des objectifs tout à l'heure. Ben, ça revient un peu au même, c'est-à-dire on fixe l'objectif, enfin, on crée déjà un objectif, et puis ensuite Mhm. on garde l'objectif toujours à l'œil, et on ne regarde pas l'obstacle qui pourrait nous faire barrer, mais on regarde plus loin que l'obstacle. Ça, je trouve ça super intéressant. Je te remercie pour ce dernier partage. Est-ce que tu as encore une petite chose que tu voulais partager avant qu'on se laisse? Hmm. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, et c'est valable aussi pour moi, il faut que je me le rappelle de temps en temps, croyez en vous. Vraiment, on est capable de bien plus que ce qu'on pense. Génial. Merci pour ton partage, Léonie, et je te souhaite un merveilleux premier marathon, et j'ai Merci. hâte de te voir en trail, bien sûr. Et oui, j'espère aussi. Tu viens de prendre connaissance d'une histoire, acquérir un nouvel outil, te prouver que tout était possible. Alors je te remercie pour cette écoute. Mais la vraie question que je me pose, c'est est-ce que toi tu y crois aussi? Et qu'est-ce que tu vas choisir? Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.